Parlons maintenant du modèle d'activité. Alors, la question à laquelle répond ce modèle est de quelle activité intervient la connaissance et comment? Qui fait quoi, avec quelle connaissance et quelles ressources? Alors, dans quelle activité intervient la connaissance et comment? Qui fait quoi, quelles connaissances et quelles ressources? Il s'agit de modéliser les activités de l'organisation, entreprise, service, structure en général, au sein desquelles prend naissance, diffuse et s'exprime la connaissance en question. Alors, l'autre phase de modélisation d'OMAS, qui correspond à la mise en contexte des connaissances, est une analyse de l'activité du système qui produit ou utilise les connaissances. Elle cherche à replacer des connaissances du domaine décrites dans les phénomènes qu'on vient de décrire, dans le cadre d'une utilisation qui est plutôt opérationnelle. L'activité est celle qui est nécessaire à contrôler dans le métier, considérer les phénomènes qui ont été décrits éventuellement dans la phase précédente. Donc, quand vous voyez, il y a toujours un lien intrinsèque entre les différents modèles, mais c'est des points de vue qui sont différents. Alors, ce qu'on appelle modèle d'activité est une décomposition en grandes phases et sous-activités du métier considéré. Métier, lorsque je dis métier considéré, c'est-à-dire le métier qui permet de résoudre le problème. Alors, ces grandes phases étant articulées entre elles par des échanges de données, des flux de matière, différents types de flux, il s'agit d'une analyse de type fonctionnel qui est plutôt descendante. Chaque activité, il est décomposé hiérarchiquement en sous-activités de plus bas niveau jusqu'à ce qu'on arrive à une activité qu'on ne peut plus décomposer. Alors, cette analyse est guidée par les données, dans le sens où ils ont une simple description qui est structurée des activités sous forme de fonctions du système, reliées par des flux, le plus souvent représentés par des données. Alors, ces données ils sont échangées entre ces différentes activités. Alors, le langage de modélisation est classique, il reprend et adapte les caractéristiques du langage bien connu SADT. Alors, j'imagine que vous avez déjà fait un petit peu du SADT en classe prépa pour les gens qui ont fait les classes. Pour les gens, encore une fois, je le dis, ils n'ont pas fait les classes, donc un diagramme SADT, il est comment? Alors, un diagramme SADT, c'est une fonction. C'est une fonction sous forme de boîte noire. Cette fonction, elle a des entrées ou une entrée et il a des sorties. Et il a donc des données de contrôle et il a des données de support. Ben, l'entrée et les sorties, c'est le x, la fonction c'est f, les données d'entrée c'est x, les données de sortie c'est f de x. Les données de contrôle, c'est tous les paramètres qui rentrent en jeu pour calculer le f de x. Le support, c'est toutes les hypothèses, toutes les variables ou bien les constantes qui sont utilisées pour calculer le f de x, tout simplement. Alors, cette modélisation qui est plutôt fonctionnelle, il décrit le processus avec des entrées. Les entrées peuvent être, donc X, ça peut être des données de dossier, ça peut être une matière première, ça peut être une action, ça peut être alors des sorties produites et des sorties qui sont produites par l'activité d'eux-mêmes. Et les contrôles, ils sont des autres, comme je viens de dire, c'est des contraintes qui permettent d'influencer ou de piloter l'action en question et les ressources sont utilisées par la fonction. Donc, voilà, donc ça c'est la logique SADT qui est essentiellement reprise dans un modèle d'activité. Alors, une activité peut être décrite globalement, puis chaque activité est décrite plus en détail, formant ainsi une décomposition qui est hiérarchique. Là, vous allez descendre dans des niveaux de hiérarchie du plus générique au plus détaillé, au plus particulier. Souvent, l'analyse qui est descendante, c'est une analyse qui est intuitive pour l'esprit humain. Pourquoi? Parce que toujours pour expliquer une activité, on commence par donner le nom de cette activité. Là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, pour le faire, quelles sont les activités qu'il faut mettre en place? Alors, cette analyse descendante, il permet d'affiner ou non une partie de l'activité selon les besoins du projet. La décomposition en éléments ou sous-fonctions de cette boîte noire, il permet d'affiner la perception du système et sa structure, et c'est très, très important. Alors, cette décomposition doit faire apparaître des 3 à 6 éléments maximum, et ces éléments ou boîtes sont des activités à mettre en place. Alors, les
les flèches qui relient ici sur le slide les activités entre elles, il représente des contraintes qui existent entre elles, mais il ne représente en aucun cas un flux de commandes et non pas de signification qui est séquentielle. Alors, il n'implique pas de notion d'ordre d'exécution dans le temps ou autre. Alors, si on analyse expliquons maintenant en détail chaque partie. Alors, l'analyse de toute activité, et on a dit que c'est descendant, c'est hiérarchique, c'est modulaire, c'est structuré. Alors, la modélisation décrit l'activité en termes d'entrée, sortie, ressources et acteurs. Et donc voilà, donc on a des données d'entrée, de sortie, de ressources et d'acteurs. Donc vous voyez, donc ça touche une grande partie du métier autour de la connaissance en question. Alors, pour ce qui est des entrées, alors sont les flux utilisés par l'activité. Elles peuvent être constituées de matière, d'informations encore une fois, ou d'autres choses. Les sorties sont les résultats fournis. Ce sont également des flux. Des flux qui vont rentrer au niveau d'un autre système, d'une autre activité. Pour les ressources, ce sont les informations, le matériel, les procédures, peut-être les documents nécessaires à l'accomplissement de l'activité. Et on distingue particulièrement deux types de ressources. Donc, ressources connaissances, ce sont les ressources qui sont nécessaires ou de moins très utiles à l'accomplissement de l'activité. Alors, les ressources de type connaissance font souvent référence explicite aux phénomènes décrits dans le modèle du domaine. Pour les autres ressources, c'est les informations, c'est le matériel, c'est le... Okay, donc maintenant, on différencie entre deux types de ressources. Alors, pour ce qui est pour ce qui est des acteurs, les acteurs sont ceux qui accomplissent l'activité. C'est des acteurs, ça peut être des acteurs humains, ça peut être des acteurs systèmes aussi. Donc graphiquement, l'activité est représentée par une cellule, il y a un rectangle qui symbolise une boîte noire, et puis les autres éléments sont représentés par des flèches. Des flèches qui viennent vers l'activité en question. Alors, cette activité, il peut être aussi représenté, comme vous le voyez dans le cas de l'activité décomposée, par un rectangle, mais cette fois-ci, ce rectangle, il est ombré, il y a de l'ombre. Et donc, quand il y a de l'ombre, on dit que c'est une activité qui est décomposée dans un autre diagramme d'activité, et permettant ainsi une description qui est hiérarchisée. Donc, il ne faut pas mettre toutes les activités à la fois, mais il faut les mettre d'une façon hiérarchique. Lorsqu'on a une activité qui nécessite des détails, il faut l'ombrer, et puis par la suite, définir un deuxième diagramme où on va l'expliquer. Alors, les différentes boîtes peuvent être connectées par leur interface. Les entrées d'une activité peuvent être les sorties d'une autre activité. Ou les ressources d'une autre fonction, et ainsi de suite. Donc, on peut ainsi décrire une succession d'activités, succession qui est souvent, mais pas nécessairement temporelle, et qui décrit une activité globale du plus haut niveau vers le plus bas niveau. Alors, d'autres connexions avec le modèle du domaine sont parfois identifiées, car les activités sont clairement identifiées en fonction de leur capacité à déclencher certains phénomènes du domaine. Donc, la liaison, il est là, toujours entre les deux modèles. Alors, la description hiérarchique des activités est un avantage dans le sens où la description, comme j'ai dit, arborescente de l'hiérarchie des activités fournit ce qu'on appelle un arbre fonctionnel. Alors, l'arbre fonctionnel du modèle d'activité, il donne une vue globale de sa décomposition. Parlons maintenant un petit peu des documents, parce que les documents, lorsqu'on gère la connaissance, c'est des ressources qui sont incontournables, c'est des choses qui sont inévitables. Alors, il est très intéressant de lier les activités identifiées dans ce modèle à des fichiers de retour d'expérience. Une fiche de retour d'expérience se rattache à une activité donnée et il comporte un nombre de champs à renseigner qui sont en général les suivants. Alors, on peut parler de l'activité concernée, référence de l'activité du modèle concerné, bien sûr la référence du modèle.
puis l'introduction du contexte, les circonstances, environnement global où se place l'événement décrit, puis des observations, des constatations, des faits techniques, par exemple décrits sans interprétation d'un fait qui est établi ou observé, ou bien description d'une expérience qui est vécue, ou bien d'un problème, pourquoi pas. Ça peut être aussi des diagnostics, des avis, des commentaires, des points de vue très particuliers de l'expert. Ça peut être aussi des recommandations et des conclusions pour l'avenir, donc un conseil, une mise en garde, un souhait. Et bien sûr, on peut ajouter des remarques comme d'autres points à prendre en compte, des points critiques, des historiques, des références. Alors, je disais que donc ça, c'est ce qui concerne en général le modèle d'activité. Reprenons notre vision du modèle du masque qui explique masque. Donc, ça, c'est le diagramme de concept, comme je vous ai dit. Quels sont les concepts qui existent à l'intérieur d'un diagramme d'activité? Alors, on a l'activité elle-même, et bien sûr, on a deux types d'activités. On a des activités qui sont décomposées, qui ont de l'ombre, et des activités qui ne sont pas décomposées, qui n'ont pas d'ombre. Et puis, on a les entrées. Pour chaque activité, il y a les entrées, les sorties, les ressources de connaissances et les actes. Alors, les entrées, sorties, acteurs et ressources, donc on a compris ce que c'est directement, indirectement. Pour ce qui est des ressources de connaissances, alors là, il faut souligner 3 points essentiels, à savoir le savoir-faire et le savoir-être. Bien sûr, lorsqu'on parle de savoir, ça peut être des explicitations. Lorsqu'il s'agit de savoir-faire, on peut parler de techniques, de méthodes, d'astuces. Lorsqu'on parle de savoir-être, ce n'est autre que des flux qui sont plutôt cognitifs. Ça relève, bien ça touche le comportement, ça touche la délicatesse de faire la chose, et c'est indispensable lorsqu'on transmet une connaissance. Expliquons maintenant le modèle d'activité avec un modèle de tâche. Alors, le modèle de tâche, c'est-à-dire quelles sont les tâches à réaliser pour réussir notre modèle d'activité. Alors, pour modéliser une activité, il faut définir l'activité dans le domaine. Alors là, on peut se guider sur l'identification des entrées-sorties de l'activité. Ils peuvent nous donner une vraie description de ce domaine. Et puis, on donne un nom à cette activité. Alors là, un nom de l'activité, de préférence, verbe complément, parce que l'activité, quand même, c'est une action, et donc, verbe complément, il exprime plus l'activité qu'un nom. Et puis, il faut modéliser l'activité. Donc, pour chaque niveau de décomposition, bien sûr, on a une décomposition qui est plutôt hiérarchique et modulaire. Alors, pour modéliser l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la décomposer en sous-activités qui apportent de la valeur ajoutée. Alors, des sous-activités qui ne sont pas pertinentes, qui n'ajoutent rien, qui n'ont pas un impact direct, donc ce n'est pas la peine de les décrire. Et puis, il faut expliquer et nommer les sous-activités décomposées de la même façon qu'on a fait pour définir pour nommer et expliquer l'activité principale, à savoir définir l'activité dans le domaine et donner un nom à l'activité. Puis, il faut aussi relier les activités par des flux d'informations, des flux de travail, des flux de matière, des flux d'énergie. Donc, il ne faut pas laisser des activités flottantes dans un modèle d'activité, mais il faut les relier. Puisqu'on a un modèle hiérarchique, donc il y a certainement des entrées de l'une sont des sorties de l'autre, ou bien des entrées de l'une ou des sorties de l'une sont des ressources de l'autre, etc. Alors, si on veut compléter le modèle d'activité, alors là, rentrons un petit peu dans le détail de la chose. Alors, un modèle d'activité, on va définir les activités, définir leur domaine, puis la décomposition, puis les sous-activités, on va remettre. Mais il faut aussi compléter comment on complète ce modèle? On le complète avec les ressources, avec les acteurs et avec les connaissances, ou bien les ressources de connaissances. Bon, ce qui est de l'identification des acteurs, pardon. Donc, on définit les rôles et on définit les fonctions. Alors, les fonctions se réfèrent souvent à des positions hiérarchiques qui sont généralement adaptées à la décomposition des activités. Par contre, les rôles, ils sont mieux adaptés, mais plus
difficile à cerner. Donc là, les rôles des acteurs et il y a leurs fonctions. Parce que, par exemple, un responsable commercial dans une entreprise, il ne fait pas les mêmes tâches que le responsable commercial d'une autre entreprise. Donc il faut définir le rôle, mais il faut aussi définir les fonctions. La chose suivante, alors là, comme vous voyez, c'est parallèle, donc c'est des choses qui se font en même temps, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais il faut les faire absolument tous les trois. Donc il faut identifier les ressources. Identifier les ressources, les moyens, les supports de l'activité, les documents utiles, les bases d'information, les outils, donc toutes ressources, tout type de ressources matérielles, immatérielles, qui permettent de réaliser l'activité. Et aussi, il faut identifier les connaissances. Et alors là, pour l'identification de connaissances, il faut éviter les généralisations. Il faut être très spécifique à l'activité dans le métier considéré. Et surtout, il faut faire attention au niveau de décomposition. Très délicat, bien sûr, ça nécessite vraiment un recul et une expérience, mais il faut rentrer dedans. Et plus on en fait, plus on arrive à expliciter cette identification des connaissances à l'autre. Alors, la compilation de toutes les connaissances identifiées pour toutes les activités est une description du patrimoine des connaissances pour l'activité dans le métier. Vous avez déjà fait, normalement, dans le système de référence, l'OIDC, la description du patrimoine de connaissances. Et donc, ça ne diffère pas trop, hein, on est en train de décrire le patrimoine de connaissances relié à cette activité. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les savoir-faire, les compétences nécessaires pour l'activité, il faut identifier le savoir et les connaissances de base et il faut identifier le savoir-être nécessaire pour l'activité. Donc, c'est un petit peu le même exercice que vous avez fait lorsque vous avez fait la partie patrimoine de connaissances dans votre OIDC. Alors maintenant, on va expliquer l'exemple d'un modèle